Hey, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison après mon voyage de noces en Nouvelle-Zélande qui a failli ne jamais voir le jour. J'ai tellement de choses à vous raconter, vous n'avez pas idée. Enfin, si, peut-être un petit peu si vous me suivez sur Instagram puisque vous avez eu un aperçu de cet épisode absolument chaotique que nous avons vécu avec mon mari. Et je me souviens qu'avant de partir en voyage, je vous avais dit que je ferais tout mon possible pour vous filmer des vlogs sur place. Et non pas que j'ai rien filmé sur place parce que vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo, j'ai plein de choses à partager avec vous et à vous montrer. C'est juste que je n'ai jamais pu filmer de vlog en bonne et due forme. Et vous savez quoi? Avec le recul, je me dis que c'est pas plus mal parce que j'aurais probablement passé une demi-heure à pleurer d'énervement, à être hyper émotive et aujourd'hui, eh bien, on arrive presque à rire de cette situation. On a rencontré des personnes à la fin de notre séjour en Nouvelle-Zélande et on a beaucoup ri avec eux, ce qui était loin d'être le cas quand on a vécu tout ce que je vais vous raconter. Alors aujourd'hui, je vais me poser et vous parler de ce voyage. Il va y avoir une partie story time, je pense que vous l'avez compris, parce que franchement, ça mérite le détour. Je pense que vous allez pas en revenir. Même moi encore aujourd'hui, je me dis mais c'est pas possible, on est tombé dans une dimension parallèle ou quelque chose comme ça. Et après, je vais partager, eh bien, on va dire des highlights de notre séjour en Nouvelle-Zélande, tous les lieux qui nous ont plu, notre itinéraire, ce qu'on a visité, ce qu'on a fait. Ça pourra vous donner un petit peu d'inspiration si vous comptez un jour visiter la Nouvelle-Zélande. Et sinon, eh bien, j'espère que toutes ces images que je vais partager avec vous aujourd'hui vous permettront de voyager un petit peu en direct de chez vous, parce que je trouve que c'est toujours assez agréable. Alors, par où commencer? Parce que ça c'est la vraie question. J'irai par le jour de notre départ, ça va être le plus simple et ça va me permettre de vous donner quelques éléments de contexte pour que vous puissiez comprendre au mieux cette situation absolument délirante qu'on a vécue. Donc quand on a commencé à organiser notre voyage à destination de la Nouvelle-Zélande, parce qu'on a tout booké et on s'est occupé de tout nous-mêmes, eh bien on a évidemment comparé les options proposées par différentes compagnies aériennes et on savait que ça allait être une aventure d'arriver là-bas. Bon, pas une aventure à ce point-là, on est d'accord, mais une aventure quand même, parce qu'il s'agit bien entendu d'un pays qui est hyper éloigné de la France. Donc, en étudiant ces différentes options, on a décidé, à notre plus grand malheur, d'opter pour Emirates, qu'on appelle aujourd'hui avec grand plaisir Elmirates. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que les durées des correspondances nous semblaient être assez efficaces et le temps de trajet était vraiment plus court que ceux proposés par d'autres compagnies. Au total, 32 heures. Donc le 16 avril, on est parti assez tôt de la maison, je crois autour de 16 heures, pour notre premier vol à destination de Dubaï, qui partait donc de Charles de Gaulle, qui était prévu initialement, je crois, à 22 heures. À Dubaï, on avait ensuite une correspondance de 3h30 pour monter dans un second vol, qui était cette fois-ci beaucoup plus long, je crois que la durée totale était de 16 heures, pour enfin arriver en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Manque de chance, le 16 avril, il y a eu d'énormes orages à Dubaï, et en fait durant la journée, j'ai commencé à voir des photos et des vidéos de pluie absolument torrentielle qui n'en finissaient pas, et en fin de journée, apparemment il y a eu des rues du centre-ville qui étaient inondées, et apparemment c'était le cas aussi de l'aéroport, parce qu'il y avait de l'eau dans l'aéroport, sur les pistes d'atterrissage et de décollage. J'ai même vu, une fois qu'on attendait notre premier vol à Paris, parce qu'on nous a laissé passer tout ce qu'on veut, des vidéos de ces pistes qui étaient vraiment sous l'eau, c'est-à-dire que les avions s'étaient transformés en bateaux, quoi. Ils roulaient dans, je sais pas, 1,50 m d'eau, enfin c'était délirant. Alors évidemment, en voyant ça, vous vous doutez bien qu'on s'est dit, mais comment la compagnie va réussir à nous faire atterrir dans ces circonstances? Parce que généralement ce qui se passe, c'est que évidemment les vols sont annulés ou bien très retardés et même parfois détournés vers d'autres villes qui ne rencontrent pas les mêmes problèmes. Seulement, à part un message de retard qui était pas énorme non plus, eh bien rien. Silence radio, donc on s'est dit bon bah peut-être que la situation s'est améliorée sur place, très bien. Et finalement on a décollé à 3h du matin. Bon, il y a eu du retard, très bien, c'est pas grave, ça arrive. Le vol s'est déroulé sans encombre, on est arrivé à destination à l'heure prévue, sans orage ni quoi que ce soit d'ailleurs aux alentours de Dubaï, et les problèmes ont commencé à ce moment-là, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas atterrir. Non pas à cause des conditions climatiques, de la pluie ou que sais-je. Ah et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais lorsqu'on a atterri à Dubaï, il n'y avait pas une seule goutte d'eau où que ce soit,
ni sur les pistes, ni dans l'aéroport. Tout simplement parce que ces orages ont provoqué tellement de retard sur des centaines de vols que les pistes d'atterrissage étaient complètement saturées. Donc une fois arrivé à destination, eh bien notre commandant de bord nous a annoncé qu'on allait devoir tourner comme ça au-dessus de l'aéroport. Ça a duré 2 heures, on a fini par atterrir et on comprenait pas ce qui se passait. On a dû attendre comme ça dans l'avion pendant 3 heures pour qu'il daigne, vous savez, accrocher le tunnel là pour qu'on puisse sortir de l'avion. Alors, quelle heure il était, je me souviens même plus avec tout ça, mais notre correspondance, on l'avait loupée, dans tous les cas, elle avait été retardée, donc c'était bien après 10h du matin. Je pense qu'il devait être autour de 13 heures sur place. Donc on est d'accord, on s'en est très bien sorti parce qu'il ne s'agissait que d'un retard, il y a plus grave dans la vie, mais ce qui commençait à nous faire paniquer très très fort, c'était bien entendu notre correspondance, parce que comme plein d'autres passagers, on avait un autre vol dans lequel on devait monter, et en fait Dubaï c'est vraiment un hub international, il y a beaucoup de vols qui arrivent sur place pour repartir dans tous les sens, et on essayait de suivre ça sur nos téléphones, et en fait notre deuxième vol était retardé quasiment toutes les 10 minutes de 20 minutes si vous voulez, donc on se disait bon, on devrait réussir à pouvoir monter dedans. Finalement notre vol était annoncé pour 15h30, on s'est dit ouf, nickel, pas de souci. Donc on rejoint la bonne porte, on s'installe et on attend. On attend, on attend. Le vol était tout le temps retardé par tranche de 20 minutes quasiment. Et vers 18h, je reçois un SMS très très étrange qui me dit qu'on doit rejoindre telle porte d'embarquement à 9h20 du matin. Et en fait, si vous voulez, j'ai pas du tout réalisé sur le moment, j'étais persuadée que mes SMS arrivaient de façon complètement décalée à cause du fait que, eh bien, on est arrivé dans un autre pays, et j'étais convaincue que ce SMS était en fait un SMS retardé que j'aurais dû recevoir beaucoup plus tôt pour le vol évidemment de 10h et quelques. Sauf que dans les 10 minutes qui ont suivi, eh bien le vol a complètement disparu des panneaux, vous savez, d'affichage dans l'aéroport, et on se disait mais il est où notre vol? Il était toujours annoncé à la porte d'embarquement et tout ça. Bref, on continue d'actualiser tout ça sur nos téléphones et on voit un annulé. Et là on se dit, oh boy, oh boy. C'est là où j'ai compris que, évidemment, le SMS que j'avais reçu, ça m'indiquait tout simplement qu'on ne partirait pas aujourd'hui, mais le lendemain. Et ce, sans rien, sans aucune explication. Où aller, que faire, que dalle. C'est là que notre sacrée aventure dans l'aéroport de Dubaï a commencé, parce que, pour faire court, on a passé plus de 3 jours, je rigole pas, 3 jours à errer dans l'aéroport, en quête de réponses, d'informations, de quoi que ce soit à ce stade en fait, parce que quand je vous dis qu'on a parcouru des kilomètres d'aéroport sans trouver le moindre agent Emirates, j'ai jamais vu ça. Mais jamais, nulle part. Les seules personnes qu'on croisait, c'était en fait des agents de sécurité de l'aéroport. Et alors, ils étaient très sympas, c'est pas le sujet. C'est juste qu'à chaque fois, ils ne pouvaient nous apporter absolument aucune réponse, tout simplement parce que ils faisaient pas partie de la compagnie aérienne. Donc ils nous disaient, il faut trouver un agent. Il y avait pas d'agent, nulle part. Le seul élément d'information qu'on a réussi à avoir de la part d'un agent de sécurité, c'est d'aller au Connection Desk pour réussir à obtenir de nouvelles cartes d'embarquement pour le vol suivant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, direction le Connection Desk, et alors là, je n'ai jamais vu autant de chaos dans toute ma vie. Et le plus fou, c'est que au retour, on est repassé par la même salle. C'est une salle qui est immense, et quand nous, on est arrivés sur place, le chaos était tel que j'avais l'impression qu'on était dans un tout petit endroit, parce qu'en fait il y avait des milliers, mais des milliers de personnes. On a donc commencé à faire la queue à ce fameux Connection Desk, enfin faire la queue c'est un grand mot, parce que comme je vous le disais, la situation était tellement chaotique, c'était tellement un troupeau gigantesque de personnes qu'il n'y avait bien évidemment aucune ligne, file d'attente ou quoi que ce soit, que on a patienté au milieu de milliers de personnes. Sauf que patienter c'est aussi un grand mot, parce que on a littéralement passé la nuit debout devant ce Connection Desk. Ça n'avançait pas, et en fait on a compris lorsque on s'est petit à petit rapproché des comptoirs. Au pire, durant la nuit, il y avait 2 agents derrière les comptoirs pour
comme je vous le disais, des milliers de personnes. Et au mieux, au petit matin, une fois qu'on était vraiment très très près des comptoirs et que enfin on allait réussir à parler à quelqu'un, ils étaient 5. Alors évidemment en fait que la situation allait être chaotique parce que s'il y a 2 ou 5 agents au mieux pour tout ce monde-là, on a vu des trucs, mais franchement, j'en reviens toujours pas aujourd'hui. Donc on a passé 11 heures debout à ce connection desk dans des conditions qui étaient franchement extrêmement désagréables. Plus de ne pas envoyer d'agents pour organiser cette situation, je dirais même pire, en plus de faire disparaître tous les agents de l'aéroport pour organiser tout ça, pour informer les passagers et pour venir en aide aux personnes qui en avaient le plus besoin, Emirates n'a même pas fourni d'eau, de nourriture ou quoi que ce soit. Non mais dites-vous que ce sont les passagers dans ce troupeau, en tout cas certains passagers, qui d'eux-mêmes se sont dit il faut qu'on trouve de l'eau, parce qu'en fait les gens commençaient à faire des malaises dans tous les sens. C'était complètement fou que du coup il y a des gens qui sont partis, je sais pas où, dans l'aéroport, récupérer des cartons de bouteilles d'eau et qui les faisaient passer dans cette foule gigantesque. Et encore, je me dis, mais on a eu une chance folle d'être jeunes et en bonne santé, parce que à côté de nous, dans la file d'attente, et c'était d'ailleurs pas du tout les seuls, il y avait des personnes âgées qui avaient plus de 75 ans, qui ont dû attendre tout comme nous, 11 heures, qui ont passé 11 heures, 12 heures debout, sans dormir, sans manger, sans boire, ou alors en tout cas uniquement grâce aux bouteilles d'eau qui étaient passées par des civils en fait, enfin par des passagers, mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette foule, il y avait, j'imagine, des personnes malades qui, dans tous les cas, n'ont pas pu faire la queue, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû errer dans l'aéroport pendant des jours. Il y avait aussi des parents, des mamans qui avaient des bébés et qui se relayaient, par exemple, avec leurs partenaires pour tenir le bébé, pour l'éloigner un peu de la foule, etc. Mais je n'ai jamais vu ça. Là, on avait l'impression d'être tombé dans une dimension parallèle où la compagnie faisait son maximum pour laisser les passagers livrés à eux-mêmes. Mais littéralement quoi. Donc la nuit est passée. Après 11 heures debout, je peux vous dire que mes jambes, mes chevilles par exemple, ne gonflent jamais dans l'avion. Même durant les trajets là, de 16 ou 17 heures en direction de la Nouvelle-Zélande, mes jambes ne gonflent pas, j'ai pas tellement de problèmes veineux à ce niveau-là. Après 11 heures passées debout dans ces conditions, mes chevilles avaient triplé de volume. On était dans un état, bon, à la fois nerveux, émotionnel, etc., et de fatigue aussi extrême, mais on se rassurait en se disant qu'on était vraiment pas les plus mal lotis, parce que, en fait, c'est fou, mais pour la première fois de ma vie, je me suis sentie en danger avec une compagnie aérienne. Ou alors, en tout cas, je me suis dit, mais heureusement qu'il n'y a pas eu une catastrophe naturelle incroyable ou une alerte à la bombe ou que sais-je dans l'aéroport, parce que là, ça aurait pu être dramatique. Parce que comme je vous le disais, en fait, on n'était tellement pas accompagnés ou informés, on était seuls au monde, que sincèrement, toutes les personnes avec qui on a discuté étaient à bout, et pour certaines en crise de nerfs de dingue. On a vu des crise d'anxiété et de panique en direct. Et pendant toutes ces heures d'attente, tout ce que je me disais, c'est heureusement que c'est pas plus grave, parce que je commençais à me sentir en danger. Donc, une fois que ces 11 heures sont passées, on a enfin réussi, je ne sais pas par quel miracle, ah bah oui, parce que c'était déjà, si vous voulez, le matin, il était 6h30 je crois, donc d'autres agents ont commencé à ouvrir des comptoirs, et donc on était tellement près du but qu'on a enfin réussi à obtenir de nouvelles cartes d'embarquement pour le vol qui partait du coup normalement dans 4 heures, parce qu'il était autour de 10h du matin. Quand je vous dis qu'une fois arrivé au comptoir, pas un mot, pas une seule explication ou quoi que ce soit, les gens tendaient leur passeport avec leur carte d'embarquement, les personnes qui étaient derrière, enfin les quelques personnes qui étaient là, faisaient toc 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 comme ça sur l'ordi, et on nous retendait de nouvelles cartes d'embarquement. Et c'est tout, rien. Je n'ai pas échangé un seul mot avec la personne. En fait, les gens ne répondaient pas. Donc, très bien. À ce stade de l'histoire, on était donc le 18 avril au matin, c'est le jour où on aurait dû arriver en Nouvelle-Zélande. Vous avez bien compris que nous, on était toujours coincés à l'aéroport de Dubaï, mais avec nos nouvelles cartes d'embarquement, et ça c'était un succès en tant que tel. On s'est dirigé vers notre nouvelle porte d'embarquement. On arrive, on attend, et le vol a tout d'abord été décalé d'1 heure.
Donc on s'est dit, c'est pas grave, évidemment, il risque d'y avoir du retard. Sauf qu'au fur et à mesure, les retards étaient de plus en plus réguliers, et un peu comme la veille, le vol était repoussé comme beaucoup d'autres, par tranche de 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 20 minutes, une demi-heure, etc. À 14h, ça commençait vraiment à sentir le roussi, et on s'est dit, si jamais le vol est de nouveau annulé, on ne peut plus, en fait, physiquement, mentalement, etc., repasser 11 heures au connection desk, donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Donc Benjamin est parti en exploration dans l'aéroport, et on s'est dit qu'il fallait peut-être aller au business lounge ou au lounge de la première classe, et que dans ces espaces-là, il y aurait peut-être des agents. Et là, au miracle, il y avait à peu près 10 fois plus d'agents que au connection desk pour 100 fois moins de personnes, peut-être même 1000 fois moins de personnes, je ne sais pas. Donc il y avait la queue, mais il a quand même réussi à parler à quelqu'un. Bon, ça n'a pas été d'une très très grande aide ou efficacité, puisque la personne lui a dit que on n'était pas business class ou première classe, donc bah évidemment elle n'avait pas trop d'informations pour nous, mais que aucun vol ce jour-là n'avait été annulé et qu'il fallait juste patienter, qu'il y avait des retards, mais que tous les vols devraient partir. Donc on s'est dit, c'est bon, tout va bien. Il est redescendu au niveau de la porte d'embarquement et on a une nouvelle fois pris notre mal en patience. Sauf que, eh bien, évidemment, sans surprise, 18h est arrivé, toujours rien. Et là, en fait, pour vous dire qu'on était à bout, c'est même pas une expression suffisante. On était vraiment hyper mal parce que je pense qu'on était tellement fatigués, épuisés, stressés, etc. On s'est dit, si le vol est de nouveau annulé comme hier, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne pouvait pas, en fait, si vous voulez, repasser une nuit comme ça. Donc on est remonté au niveau des comptoirs de ce business lounge et évidemment, on est tombé sur 2 agents qui ne voulaient absolument pas nous assister. On leur a, je pense, comme de nombreux passagers, demandé si on pouvait avoir une nuit d'hôtel, parce que le plus fou dans cette histoire, c'est que dans l'aéroport de Dubaï, qui est vraiment immense, il y a des hôtels, et donc les compagnies aériennes sont en mesure de fournir des chambres d'hôtel si jamais il y a des situations comme ça qui se présentent, mais aussi je pense au quotidien pour les gens qui ont des correspondances super longues, etc. Et donc il y a ce qu'il faut. Si vous voulez, on n'a même pas besoin techniquement de sortir de l'aéroport pour pouvoir patienter à cause de retard ou d'annulation. Ils ont tout ce qu'il faut sur place. Sauf qu'évidemment, aucun agent n'était présent ou bien ne souhaitait nous aider ou nous fournir de chambres d'hôtel. Et à ce moment-là, en fait, on était tellement démunis, on ne savait plus quoi faire, que je crois que je me suis mise à pleurer. J'ai vraiment craqué. Et en fait, c'est pas vraiment un agent qui nous a aidés. J'ai l'impression que c'était l'intendante ou la responsable de la business class, enfin je sais pas, elle passait de bureau en bureau, qui est arrivée, qui nous a demandé quel était le problème, et je pense, mais vraiment que les planètes se sont alignées à ce moment-là et que cette dame a eu beaucoup de sympathie pour moi, parce que quand elle a vu notre état, elle nous a dit « Je suis désolée, on n'est pas en mesure de vous fournir de chambre d'hôtel parce qu'en fait on lui demandait juste à pouvoir se reposer avant que potentiellement notre vol décolle beaucoup plus tard le soir, ou bien dans le cas où il serait annulé, et elle nous a dit la seule chose que je peux faire, c'est vous faire rentrer dans le lounge de façon à ce que vous puissiez vous doucher, vous reposer et manger un morceau. Et donc on s'est dit bah on prend ce qu'il y a à prendre. Donc elle nous a fait passer dans ce business lounge, puisqu'on avait quitté la maison le mardi, autant vous dire qu'on a profité du fait de pouvoir prendre une douche et on a en effet utilisé les fauteuils pour pouvoir dormir un petit peu, et à chaque fois en fait qu'on se réveillait, on regardait le statut de notre vol qui continuait à être repoussé par tranche de 30 ou 40 minutes. Et sauf qu'après tout ça, on a compris en fait la stratégie de la compagnie aérienne, parce que repousser le vol comme ça petit à petit, eh bien ça leur permettait de l'annuler de façon très très tardive, et évidemment à minuit, autant vous dire qu'il n'y avait déjà pas d'agent disponible la journée, donc en pleine nuit, eh bien il n'y avait strictement plus personne pour aider qui que ce soit et donc pour fournir des chambres d'hôtel. Vous vous doutez bien que ce jour-là, notre vol a de nouveau été annulé. Donc en fait c'était l'histoire qui se répétait comme ça non-stop. Le 3e jour arrive et là en fait on était à bout. Mais vraiment on s'est dit il faut qu'on trouve une solution, on va faire demi-tour, on va rentrer à la maison. Et du coup, le 19 avril au matin, j'ai retenté ma chance et je suis retournée au niveau du comptoir dans le business lounge dans l'espoir que quelqu'un était enfin apparu, parce que autant vous dire qu'on a checké quasiment toute la nuit. Et je crois qu'il était 8h du matin et miracle, quelqu'un. Et je peux vous dire que j'étais
hyper reconnaissante d'avoir réussi à enfin avoir une conversation avec quelqu'un dans cet aéroport parce que le mec qui était derrière le connection desk, je lui ai expliqué, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le vol qu'il y a là dans quelques heures, il va partir ou est-ce que on rentre à la maison? Parce que là en fait il faut que vous nous donniez une information, on ne peut plus rester ici. Et il m'a dit que le vol du 19 avril était complet, qu'il ne pouvait pas nous remettre dessus, parce que je ne sais pas pourquoi on n'a pas été transféré, si vous voulez, automatiquement dessus. Et par contre, si on attendait le 20, il n'y avait pas de problème, toute la situation serait réglée et que, en toute logique, cet avion allait décoller pour la Nouvelle-Zélande. Et je l'ai regardé, si vous voulez, là il m'annonce qu'il faut qu'on reste de nouveau 24 heures sur place, et je me suis dit, mais quoi? Pardon? Vous êtes sûr là? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, quel est l'objet de ce voyage? Pourquoi est-ce que vous allez en Nouvelle-Zélande? Je lui réponds, pour notre lune de miel. Et là, il m'a dit, mais allez-y, prenez ce vol-là, demain, il partira, donc partez en Nouvelle-Zélande. Il m'a dit, vous allez quand même pas annuler votre lune de miel. Et là, je lui ai fait confiance. Donc on avait enfin de nouvelles cartes d'embarquement. On a de nouveau dû attendre 24 heures. Et finalement, eh bien, cette dernière journée-là, qui était infinie, passée à l'aéroport, c'est presque le seul jour où on a réussi à se reposer pour de vrai, parce qu'on savait que dans tous les cas, il fallait attendre le lendemain matin. Donc, eh bien, on a trouvé des fauteuils, et on a enfin dormi après avoir passé quasiment 3 jours à ne quasiment pas fermer l'œil. Vous doutez bien que si je vous filme cette vidéo aujourd'hui en vous disant qu'on est de retour après notre voyage de noces en Nouvelle-Zélande, c'est que cet avion du 20 avril a vraiment décollé. Et je peux vous dire que on a vraiment soufflé un grand coup parce qu'on s'est dit, vraiment, on est passé à ça de juste rentrer à la maison. En se disant, non mais allez, hop là, c'est bon, on jette l'éponge, ça sert plus à rien. Parce que Emirates ou Elmirates a littéralement gâché tout le début de notre voyage de noces. Parce que si on laisse de côté toute cette non-assistance, non-information, etc., il faut aussi réaliser que du coup, en ayant perdu plus de 3 jours sur place, on a plein d'activités de réservation qu'on avait bien évidemment payées en avance parce qu'on avait organisé notre voyage, qui nous sont passées sous le nez et qu'on n'a jamais pu se faire rembourser. Alors si seulement l'histoire s'était arrêtée là, ça aurait été sympa si vous voulez d'avoir un petit peu de réconfort en arrivant en se disant bon ça y est, on peut mettre ça derrière nous. Eh bien non, parce qu'évidemment en arrivant à l'aéroport, malgré le fait qu'en montant dans l'avion, j'ai demandé 3 fois aux différentes hôtesses de l'air, etc. Est-ce que vous pouvez vérifier que les bagages ont bien été chargés dans l'avion? Parce que je flairais le truc, je me suis dit ça fait 3 jours qu'on est coincé à l'aéroport, à tous les coups on va finir par monter dans l'avion et nos bagages elles vont rester là tranquillement. C'est exactement ce qui s'est passé puisque les hôtesses de l'air m'ont dit oui on va vérifier avec le commandant de bord, etc. Que dalle. Évidemment en arrivant sur place, eh bien toutes les valises des personnes qui, comme nous, sont restées coincées à Dubaï et qu'on reconnaissait, si vous voulez, facilement, parce qu'évidemment, c'était les mêmes têtes qu'on voyait quasiment tous les matins en essayant de choper un nouveau vol. Parmi tout ce groupe-là, évidemment, personne n'avait sa valise. Donc, joie et bonheur, notre voyage de noces a commencé en remplissant un petit dossier pour déclarer que nos bagages n'étaient pas arrivés. Évidemment, sur place, les gens étaient très sympas, ils nous ont dit on vous tient au courant dès demain ou après-demain en fonction de sur quel vol vos valises vont être glissées, eh bien on vous appelle pour pouvoir vous livrer vos bagages. Que dalle, rien du tout. J'ai passé 3 jours à les harceler pour faire en sorte que nos bagages soient enfin glissés dans un vol pour arriver en Nouvelle-Zélande. Vous allez voir à l'écran, je vous laisserai des captures du nombre de fois où je les ai appelés, délirant. Donc après être parti le 16 avril de la maison, on a récupéré nos valises 10 jours plus tard, le 26 avril. Pourquoi? Parce que j'ai sorti la carte de médicaments qui étaient dans ma valise, parce qu'en fait je suis asthmatique, il y avait ma ventoline et mes traitements dans ma valise, et je leur ai dit que si je finissais à l'hôpital à cause d'une crise d'asthme que je ne pouvais pas traiter,
j'allais les tenir responsables. Et je crois que ça les a un petit peu fait flipper parce qu'à partir de ce moment-là, bizarrement, nos valises ont direct été envoyées dans l'aéroport le plus proche où on se trouvait, qui était donc l'aéroport de Wellington. Et on en avait tellement marre, et d'ailleurs on est tellement jamais mieux servi que par soi-même, qu'on est allé les récupérer nous-mêmes dans l'aéroport. Benjamin avait eu une idée de génie avant qu'on parte. On avait acheté des AirTags qu'on avait mis dans nos valises. Sans eux, je pense qu'aujourd'hui, on aurait toujours pas retrouvé nos valises, parce que le fait de pouvoir les traquer et leur dire on sait où sont les valises, c'est à cet endroit-là que vous pourrez les trouver, eh bien ça nous a vraiment aidé à les faire se bouger en fait, tout simplement. C'était éprouvant et douloureux, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne pensais jamais qu'une compagnie en fait avec ce statut dont on entend toujours du bien gérerait la situation comme ça. Et après avoir échangé à la fois avec des passagers à l'aéroport, avec vous sur Instagram, etc., tout ce que j'en ai conclu, c'est que Emirates, c'est une compagnie qui est géniale quand tout se passe bien. Et dès qu'il y a le moindre problème, c'est une compagnie qui est en dessous de tout. Et vraiment, je pèse mes mots. C'est vraiment une compagnie aérienne qui opte pour la méthode de l'autruche. C'est-à-dire que les problèmes, ils sont mis de côté et on verra plus tard. Et si ça dure une semaine, eh ben ça durera une semaine, et puis à un moment, soit les gens finiront par abandonner, soit ils trouveront bien quelqu'un quelque part qui leur fournira, si vous voulez, un petit peu d'aide, comme bien ça nous est arrivé pour le vol sur lequel on a enfin réussi à embarquer. Voilà, ce story time complètement fou pour vous raconter comment est-ce que, eh bien, ce voyage de noces, on a failli vraiment tirer une croix dessus, parce que tout ça quoi. Alors c'est parti pour une petite visite à distance de la Nouvelle-Zélande. Donc comme je vous l'expliquais, une fois arrivés à Auckland, nous n'avons malheureusement pas pu nous y attarder. On a essayé de rattraper notre itinéraire et pour ce faire, on a foncé vers la région de Rotorua. Je tiens d'ailleurs à m'excuser par avance pour ma prononciation de certains noms de villes néo-zélandaises qui possèdent bien entendu des origines maoris. Je fais de mon mieux, mais je crois que j'y suis pas encore. Il m'est déjà arrivé pendant le séjour de confondre des syllabes dans des noms qui sont vraiment assez longs, donc ça pourrait m'arriver dans cette vidéo. Alors comme je vous le disais, une fois arrivé à Rotorua, on a foncé vers la Skyline, puisqu'il y a pas mal d'activités qui sont proposées dans cette ville, et nous avions booké un forfait avec la gondola qui permet d'avoir une vue panoramique sur toute la ville, et également des descentes en luge. Donc ces fameuses luges, qu'est-ce que c'est? Eh bien je dois dire qu'elles nous ont vraiment redonné le sourire, et quand j'y pense, c'était parfait de commencer notre séjour comme ça parce que ça nous a permis de nous vider la tête. C'est une activité parfaite pour les grands enfants, les personnes qui aiment la vitesse et un petit peu de sensation. On s'installe à bord d'une luge avec un guidon qui permet évidemment de freiner, d'accélérer et de contrôler sa trajectoire, et on dévale des pistes, il y en a plusieurs. Une fois arrivé en bas, c'est exactement comme au ski, on remonte en téléphérique et c'est reparti pour un tour si on a pris un forfait avec plusieurs descentes. Nous c'est ce qu'on avait fait. On a vraiment passé toute la fin de notre après-midi à faire ça, et après on est allé manger un morceau avant de repartir à une autre activité qu'on avait bookée, qui était en fait une balade dans des arbres. Ça s'intitule le Redwoods Tree Walk, et comme son nom l'indique, en fait on se balade à travers une forêt de séquoias qui sont énormes, qui se plaisent beaucoup en Nouvelle-Zélande. Et ce qui était assez génial d'avoir booké cette activité le soir, parce qu'on peut aussi s'y balader en journée, c'est que évidemment il faisait nuit noire, et donc à travers le circuit il y avait plein de lanternes qui ont été réalisées par un artiste qui était allumé. Le lendemain matin, on est parti tôt et on s'est dirigé vers l'agrodome de Rotorua, tout simplement parce que au sein de cette énorme ferme, on va dire, il y a la National Kiwi Hatchery et on voulait absolument visiter ça. En fait, c'est une association qui s'est implantée en Nouvelle-Zélande, je crois, dans les années 90 et qui a développé un programme de préservation des kiwis, qui était une espèce en voie de disparition en Nouvelle-Zélande, en tout cas qui était vraiment très menacée, parce que ce sont en fait des oiseaux qu'on ne retrouve qu'en Nouvelle-Zélande, mais avec l'arrivée des colons et donc de nombreux prédateurs qu'ils ont ramenés sur place, que ce soit des belettes, des chiens, des chats sauvages, etc., et bien tous ces prédateurs, alors ils ne s'attaquent pas
toujours aux kiwis, surtout adultes, mais ils viennent surtout manger leurs œufs, d'où le fait que la population de kiwis a énormément diminué. Et donc cette association a vu le jour dans le but évidemment déjà de protéger les kiwis et surtout de protéger leurs œufs. Donc ils ont une nurserie sur place, tout simplement parce que un kiwi, une fois qu'il atteint 1 an, eh bien il est beaucoup plus à même de se défendre contre les prédateurs, alors que lorsqu'il est très jeune ou encore dans un œuf, évidemment ils ne le peuvent pas. Ça leur a ainsi permis de repeupler les forêts néo-zélandaises de kiwis, qui sont vraiment des animaux hyper mignons, il faut bien l'avouer. Alors malheureusement j'aurai pas de vidéo à vous montrer, tout simplement parce que c'était interdit de filmer sur place, mais on a pu en voir des plus âgés et également un tout jeune qui n'avait que 13 jours. C'était une expérience très sympa que je vous recommande si vous passez dans la région également. Alors là c'est le moment où je ne dois pas confondre l'ordre des syllabes. On s'est ensuite dirigé vers Omanawa Falls, donc les chutes d'Omanawa, et cette visite nous a vraiment permis de constater à quel point la flore néo-zélandaise est complètement différente de ce qu'on retrouve ici en Europe en matière d'arbres, d'arbustes, de plantes, etc. Parce qu'on l'a surtout constaté dans l'île du Nord, beaucoup moins dans l'île du Sud d'ailleurs, toutes les espèces sont vraiment très différentes, mais lorsqu'on se balade dans l'île du Nord, on voit des plantes mais complètement dingues. On a l'impression de se balader dans Jurassic Park, littéralement. Il y a des fougères arborescentes qui ressemblent de loin à des palmiers gigantesques, mais non, en fait quand on s'approche, on réalise que c'est vraiment une fougère qui fait 20-30 mètres de haut, enfin des trucs complètement dingues. Alors ensuite, avant de continuer d'explorer cette région de Rotorua qui est vraiment hyper riche, il y a plein de choses à voir, petite interlude pour mon mari, puisqu'évidemment on n'était pas loin de Hobbiton et il rêvait de visiter cet endroit. Il s'agit en fait du plateau de tournage du Hobbit qui a été recréé parce que, pour la petite anecdote, Peter Jackson, qui est évidemment le réalisateur des films Le Seigneur des Anneaux mais également Le Hobbit, est néo-zélandais. Et lorsqu'il a commencé à travailler sur le premier film du Seigneur des Anneaux, il a recherché des endroits en Nouvelle-Zélande où le film pourrait être tourné. Il savait pertinemment qu'il y avait plein de paysages qui se prêtaient à cette histoire et au fait de recréer, si vous voulez, toutes les descriptions du livre. Et en fait, il est tombé sur la Alexander Farm, qui est une ferme énorme de plus de 12 hectares il me semble, enfin, c'est un truc gigantesque à perte de vue qui appartient à la famille Alexander. Il est allé taper à leur porte en leur disant on veut filmer le Seigneur des Anneaux ici. Donc pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, il y a la comté qui a été créée et installée à cet endroit, vous savez, avec toutes les maisons de Hobbit. Lorsque tous ces films ont été filmés, ils ont tout démonté et quelques années plus tard, lorsqu'il s'agissait de filmer les films Le Hobbit, ils se sont dit qu'il y avait moyen évidemment de recréer le plateau de tournage, mais en plus peut-être de transformer cet endroit en une attraction touristique qui pourrait être visitée tout au long de l'année. On a eu des guides qui étaient géniaux, qui ont partagé plein d'anecdotes, à la fois à propos des films, mais également des différentes constructions, etc. En plus, on avait opté pour un package avec la visite plus un dîner, et c'était très chouette parce que là on peut discuter avec évidemment d'autres personnes qui viennent de plein de pays différents. On a pu raconter tous les malheurs qu'on venait de vivre à des Américains, on les a beaucoup fait rire et on a passé finalement un très bon moment. Donc si jamais vous visitez cet endroit, je vous conseille aussi de prendre soit le déjeuner, soit le dîner, parce que c'est un moment assez convivial, on peut discuter avec plein de personnes différentes et évidemment d'origines différentes, et c'était super. Pour vous retracer tout notre voyage, je suis en train de faire défiler des photos et des vidéos dans mon téléphone et je tombe là-dessus, tout simplement parce que, vous savez quoi, petite anecdote, au petit déjeuner, j'ai découvert pour la première fois qu'il existe des kiwis rouges. Et un petit peu plus tard, durant ce voyage, eh bien, j'ai pu constater, lorsqu'on allait au supermarché, etc., qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des kiwis verts, il y a des kiwis jaunes, vous savez, les gold kiwis ou je sais pas quoi, et je parle pas des oiseaux évidemment, là je parle des fruits. Ils ont également une déclinaison ruby de ces fruits-là. Alors je ne sais pas si ça se trouve ailleurs dans le monde, mais quand je vous dis qu'ils étaient
délicieux, mais sont vraiment les meilleurs kiwis que j'ai pu manger de toute ma vie. Ils me manquent déjà, pour tout vous dire. Donc si vous avez l'occasion de croiser des kiwis rouges, goûtez-y, vous allez voir, c'est quelque chose, vraiment. Bref, donc au petit-déj, j'ai mangé ça, et après, on s'est dirigé vers différents endroits de la région, puisqu'en fait, c'est une région qui est très connue pour ses sources chaudes et son activité géothermique. Alors, je vous préviens, c'est très déroutant au premier abord lorsqu'on arrive là-bas, parce qu'il y a évidemment, à cause de cette activité géothermique, une odeur de soufre hyper présente, et si vous ne le savez pas, eh bien c'est vraiment une odeur d'œuf pourri qui se répand absolument partout dans la ville, parce qu'il y a, si vous voulez, de la vapeur qui sort du sol à différents endroits, en plein milieu de la ville. Donc par exemple, notre hôtel était assez central, et même à l'intérieur de l'hôtel, il y avait une petite odeur résiduelle qui n'est pas très agréable, il faut bien le dire. Après franchement, on se sentait plutôt chanceux, parce qu'en allant au parc de Rotorua, on a remarqué qu'il y avait une source comme ça qui sortait juste à côté d'une maison, et on s'est dit mais les pauvres, il doit y avoir une odeur là-dedans mais terrible. Bref, donc on s'est baladé, on a vu plein de, si vous voulez, de paysages, encore une fois, qu'on ne voit pas ici, qui sont vraiment assez fascinants. Et avant d'aller visiter une autre zone géothermique, on avait un petit peu de temps, donc on s'est arrêté au Blue and Green Lakes. On avait envie de voir ça, il y a différents points de vue qui sont hyper jolis, et vous savez quoi, au milieu de nulle part, il faut bien le dire, en Nouvelle-Zélande, sur une petite plage autour d'un lac, eh bien j'ai croisé l'une d'entre vous. Non mais, complètement fou. Donc si tu passes par là, merci beaucoup d'être venu, d'avoir discuté avec nous. On se souviendra longtemps de notre conversation, parce qu'elle nous a aussi redonné le sourire, alors qu'on était pas très bien après tout ça encore, mais vraiment c'était... Ah, vous savez, c'est le genre d'anecdote ouais, qu'on n'oublie pas, et c'était vraiment très sympa. Et alors du coup, après cette rencontre, on s'est dirigé cette fois-ci vers les Waiotapu Thermal Wonderland, et ça nous a permis encore une fois de voir des paysages qui sont complètement fous, avec des eaux d'une couleur absurde, que ce soit bleu lagon hyper turquoise, ou alors des eaux, vous savez, un peu vertes marécageuses, un peu bizarres, mais les paysages étaient époustouflants, vraiment, on aurait pu rester là à observer tout ça pendant des heures. Alors ensuite, direction Topo, nous avons dormi dans un lodge qui s'appelle le Bellevue Boutique. Je vous laisserai, si vous voulez, en barre d'infos, les hôtels, les lodges, les Airbnb qui nous ont vraiment le plus plu durant notre séjour. Ça pourra peut-être vous aider si vous organisez aussi un voyage en Nouvelle-Zélande, mais les propriétaires étaient hyper sympa, la vue était magnifique. Franchement, on a presque regretté de n'y passer qu'une seule nuit, mais bon, je vous laisserai du coup nos adresses un peu coup de cœur ci-dessous. Il y en aura peut-être 2-3 autres que je mentionnerai un peu plus tard dans la vidéo. Le lendemain, on s'est dirigé vers les Huka Falls, donc encore une fois des chutes. Il y en a vraiment beaucoup en Nouvelle-Zélande. On n'a pas pu toutes les faire, donc on en a sélectionné certaines, mais celle-ci était vraiment impressionnante de par la couleur de l'eau qui est vraiment, mais bleu turquoise, presque bleu glacier, vous savez, elle est hyper claire et la couleur est hyper vive, et quand on croise des paysages comme ça, on se dit toujours mais comment est-ce possible, d'où ça vient? Et le plus fou, c'est qu'en fait le courant dans ces chutes d'eau est tellement important que sur le petit panneau, vous savez, explicatif, il était indiqué que, je crois en 1 seconde, le courant à cet endroit-là pourrait permettre de remplir 5 piscines olympiques d'un seul coup. Donc vous voyez, c'est vraiment intense. Et en fait, il y a tellement de bulles d'oxygène qui sont brassées comme ça continuellement que ça a créé cette couleur magnifique et absolument fascinante. Et après, on a tout simplement profité de Topo, on s'est baladé en ville, mais également dans le parc, il y a pas mal de longues balades à faire, donc voilà. Alors ensuite, le 25 avril, c'est là où les choses se compliquent un petit peu, puisque dans notre itinéraire initial, nous avions prévu d'opter pour la randonnée la plus recommandée de Nouvelle-Zélande, qui s'intitule la Tongariro Alpine Crossing. Seulement, vous l'aurez compris, si vous avez suivi toute l'intro de cette vidéo, à cette date, nous n'avions toujours pas nos valises. Donc en gros, autant vous dire qu'on était
absolument pas équipés pour, d'autant plus qu'on avait effectué des recherches. C'est une randonnée qui demande entre 7 à 9 heures de marche, qui est visiblement assez éprouvante, avec des sections qui grimpent beaucoup, d'autres qui ont tendance à être assez glissantes. Bref, il faut absolument y aller très bien équipé, d'autant plus que je crois que si vous ne l'êtes pas, ils vous laissent même pas monter dans la navette parce que en fait c'est dangereux. Donc nous n'avions pas de chaussures de marche, pas de vêtements waterproof, pas, vous savez, de différentes couches à empiler pour avoir bien chaud en altitude. Donc c'était cuit déjà de base. Et finalement, je me demande si c'était pas une bonne surprise pour moi parce que c'était un moment que je redoutais beaucoup. Je vous l'ai dit, je suis asthmatique. Marcher pendant 4-5 heures, je pense que j'en suis tout à fait capable. Mais marcher presque 9 heures dans des conditions comme ça, je suis pas bien sûre que j'ai le niveau et la santé pour ça, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que sincèrement, ça aurait été une catastrophe. À un moment, j'aurais dû rebrousser chemin. Enfin, je voyais le truc arriver, vous savez, en mode allez, je peux le faire, et puis après, catastrophe. D'autant plus que vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu'on a croisé une de mes abonnées autour du Blue Lake. Elle était avec son chéri et ils nous ont raconté qu'ils ont opté pour cette randonnée. Alors son chéri, bon, j'ai l'impression qu'il était très sportif, facile, les doigts dans le nez. Par contre, elle m'a expliqué qu'il y a eu vraiment certaines parties où c'était éprouvant quoi, elle a vraiment galéré. Après, ils ont réussi, donc je me dis que j'aurais peut-être pu réussir, mais dans tous les cas, la question ne se posait même pas parce que on n'avait absolument pas ce qu'il fallait. Et aller acheter des nouvelles chaussures de marche dans lesquelles on n'aurait peut-être même pas été confortable pour marcher 9 heures, enfin c'était absurde en fait. Donc nos plans sont tombés à l'eau. Mon chéri regrette un petit peu, hein, je dois bien l'avouer. Moi je me dis peut-être que finalement c'était pas si mal comme ça. Mais du coup on s'est baladé dans la région parce qu'il y a aussi plein de choses à voir. Il y a notamment cet endroit qui s'appelle les Gollum's Pool. Ce sont de nouveau des chutes d'eau, mais je crois, je vais peut-être me tromper parce qu'encore une fois je suis pas une experte dans le Seigneur des Anneaux, qu'il y a une scène qui a été filmée là avec Gollum. Donc évidemment Benjamin était ravi d'aller là-bas, donc finalement ça a un petit peu adouci si vous voulez cette journée un peu foirée. Mais c'était assez drôle parce que de toute façon cette journée était maudite, c'est-à-dire qu'elle a commencé comme ça, et on l'a terminé comme ça, parce qu'il a commencé à pleuvoir, mais ça s'est pas arrêté de tout l'après-midi. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette randonnée, en plus sous la pluie, vraiment ça l'aurait pas fait du tout. Donc après ça, on est allé prendre de nouveau une gondola, vous savez, qui monte comme ça dans la montagne, dans le but de pouvoir observer justement le mont Tongariro. Sauf que comme je vous le disais, il a commencé à pleuvoir, et alors heureusement quand on est arrivé, il faisait encore beau, la vue était plutôt dégagée, les paysages étaient complètement dingue. On avait l'impression d'être dans le Mordor, c'était fou. Mais petit à petit, le brouillard a commencé à arriver, le froid, le vent, la pluie. Et alors là, on a essayé de se balader un petit peu, si vous voulez, dans les hauteurs ou même en bas après qu'on soit redescendu de cette fameuse gondola. Et il faisait super froid, mais vraiment un vent terrible. On a décidé de reprendre la voiture pour aller à l'office du tourisme de Tongariro pour leur demander si ils n'avaient pas des balades à nous recommander, évidemment pour des personnes qui n'étaient absolument pas habillées pour la randonnée. Il s'avère que si vous n'avez pas envie d'opter pour cette randonnée qui est difficile, il y a plein d'autres alternatives avec des trajets qui durent 2 heures, 3 heures. Il y a aussi des petites balades, je crois, de 20 ou 30 minutes. Donc finalement, on a opté pour cette balade d'un peu plus de 2 heures, je crois 2h30, sous la pluie, mais c'est pas grave, on en a vraiment profité aussi. Les paysages étaient hyper mystérieux, encore une fois avec ce brouillard qui s'était installé un peu partout. Le 26 avril, vous l'aurez donc compris, on a repris la route et on a croisé les doigts très très fort parce que nos AirTags nous indiquaient que nos valises étaient enfin arrivées à l'aéroport de Wellington. On avait un créneau vraiment tout petit pour pouvoir les récupérer puisque c'est la seule journée qu'on allait passer à Wellington. Dès le lendemain matin, on devait prendre le ferry, on avait déjà nos billets, etc. Donc après avoir harcelé 2-3 personnes, on a enfin réussi à récupérer nos valises et donc nos chaussures de marche, etc.
Alléluia. C'était vraiment la seule chose à conclure. Après ce petit détour, nous avons réussi à arriver à temps à notre visite suivante qui avait été bookée par mon mari puisqu'il voulait absolument visiter le Weta Workshop qui est vraiment un studio incontournable dans l'industrie cinématographique. Ce sont eux qui réalisent la plupart des décos, costumes, prothèses pour de nombreux films, que ce soit bien évidemment les trilogies des Seigneurs des Anneaux ou du Hobbit, ou encore des Marvel, des Power Rangers, tout ce que vous voulez, il y a toute la liste sur leur site internet. Encore une fois, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je pensais que ça allait être un truc assez geek et assez niche, et en fait c'était fascinant comme visite parce que il vous montre évidemment de nombreuses réalisations et il y a un guide qui vous explique par exemple tout le processus de réalisation de prothèses pour le cinéma. Il y a également évidemment des objets que vous pouvez toucher, manipuler. Donc non, franchement c'était une visite hyper enrichissante, passionnante. Ah, et d'ailleurs une petite anecdote que j'ai pas encore partagée avec vous, j'aurais peut-être dû le faire avant qu'on récupère nos valises, mais c'est pas bien grave. Autant vous dire que dans ma valise cabine, je n'avais absolument pas tous mes produits de beauté nécessaires, toutes les trousses que j'avais préparées et tout, non mais malheur. Heureusement, j'avais glissé quelques indispensables, mais ça s'est avéré être absolument pas suffisant au bout de quelques jours. Donc je me suis mise à chercher où est-ce qu'on peut acheter des produits cosmétiques en Nouvelle-Zélande, parce qu'autant vous dire que dans tous les supermarchés qu'on a pu visiter, il n'y avait pas un seul rayon de produits drugstore. Et je me suis dit, mais c'est fou, il doit bien y avoir des produits drugstore dans ce pays. Donc, je me suis mise à faire quelques recherches. Il y a un ou quelques très rares Sephora, j'en ai croisé vraiment un seul durant tout notre voyage. Il y a évidemment le plus gros concurrent de Sephora dans cette région qui s'appelle Mecca Maxima, ça existe aussi en Australie. Seulement, eh bien, il n'y avait malheureusement pas de magasin comme ça sur le trajet que je viens de vous décrire, parce qu'il y en a dans les très grandes villes. Et j'ai fini par tomber sur justement leur enseigne drugstore. Et alors je peux vous dire que, à mon avis, les premiers jours, on a dû passer devant ces magasins. Je n'aurais jamais soupçonné qu'ils proposent des cosmétiques là-dedans, parce que je vais vous montrer une image ou une vidéo à l'écran. Non mais, excusez-moi, pardon, moi je croise un magasin comme ça, autant vous dire que j'ai l'impression d'aller chez Office Depot acheter des ramettes de papier. Non mais... qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas compris parce qu'il y a plein de magasins en Nouvelle-Zélande qui sont marketés, mais très bizarrement. On n'a pas du tout l'impression de rentrer dans le magasin auquel on s'attend, si vous voulez. Par exemple, je vais vous montrer une autre photo. Comme ça, à première vue, bah je sais pas vous, mais moi j'aurais parié sur le fait qu'il s'agissait d'un concessionnaire automobile, et bah pas du tout, c'était un supermarché. Voilà, donc ça m'a donné le sourire et je trouve que c'est, je sais pas, assez flagrant parce que, encore une fois, ça ressemble pas du tout à ce à quoi on s'attend comme genre de magasin. Bref, pour revenir à Wellington, on s'est baladé en ville, c'est vraiment hyper mignon. On est allé au Wild Workshop parce que mon chéri adore les bières artisanales, il avait envie d'en tester sur place et d'opter pour une petite dégustation, donc c'est ce qu'on a fait à cet endroit-là. Moi, je voulais aller goûter les glaces d'une enseigne que j'avais repérée, j'adore les glaces, vous le savez peut-être, mais il s'agit de Duck Island et c'était délicieux. Le lendemain, c'était reparti pour l'épisode du ferry, mais avec nos valises, donc là on était ravis. On vous conseille vraiment, si vous visitez la Nouvelle-Zélande, de prendre vos billets de ferry bien en avance parce que, eh bien, c'était complet, hein, je pense. Enfin, en tout cas, il y avait énormément de voitures qui sont montées à l'intérieur ou de caravanes, etc. Donc on a directement pris la route en direction de Nelson et on a beaucoup aimé cet endroit, c'est hyper joli, c'est une ville côtière avec de jolies plages, il y a plein de balades à faire. On a notamment opté pour une balade en bord de mer lors du coucher du soleil et on en a pris plein les yeux. Notre location était aussi hyper jolie, comme je vous le disais, je vous indiquerai le nom et les références directement en barre d'infos. Il me semble qu'il s'agissait de la Wheelhouse Inn, donc à Nelson. Nous sommes ensuite allés visiter une grotte, alors qui demandait une petite moyenne randonnée avant, on va dire. Je m'attendais pas du tout à ce que ça monte autant vers la fin, mais j'ai réussi, j'étais fière de moi. Bon, c'est sûr que c'était pas aussi éprouvant qu'une randonnée de 9 heures, on est d'accord, mais il y en avait quand même pour bien 1 heure et quelques pour l'aller et quasiment la même chose pour le retour. Donc il s'agit des
Rawiti Cave ou Rowiti Cave, je sais une nouvelle fois pas vraiment comment ça se prononce. Ensuite je vous laisserai à l'écran des visuels de Riwaka Resurgence. Alors apparemment c'est la traduction de Te Puna Wai qui est le nom maori. C'était hyper joli aussi puisqu'il y a des bassins d'eau, encore une fois d'une couleur hyper difficile à décrire, un peu bleu lagon, assez foncé, c'était très très beau. D'ailleurs pour toutes les personnes qui adorent observer la nature de façon générale, il y a tellement d'oiseaux différents d'ici en Nouvelle-Zélande qui font des bruits mais fascinants, qui donnent le sourire parce qu'ils ont des petits chants qui sortent tellement de l'ordinaire qu'à plusieurs reprises on s'est surpris à s'arrêter comme ça et à se dire mais c'est lui qui fait ce bruit là, c'était génial. On a passé la nuit au Murchison Lodge que j'ai même partagé avec vous sur Instagram. On a justement beaucoup discuté avec le propriétaire qui parlait d'ailleurs très très bien français puisqu'il est d'origine suisse et il nous a expliqué comment avec sa femme ils ont complètement changé de vie en achetant ce lodge en Nouvelle-Zélande il y a 7 ou 8 ans. Donc on a passé un très bon moment, d'autant plus que c'est une région qui est parfaite pour l'observation des étoiles puisque dans l'île du Sud il y a beaucoup moins de pollution lumineuse et il y a vraiment plein de régions où la nuit se couche, on lève la tête et on voit un ciel étoilé, on a l'impression de voir la Voie lactée. C'est juste dingue, c'est hyper beau, franchement ça laisse sans voix. Donc ce soir-là, on s'est mis dehors et on a observé les étoiles et waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ces conseils d'ailleurs, on s'est dirigé le lendemain matin vers Cape Foulwind qui se situe sur la côte ouest de l'île du Sud. Et vous savez quoi, c'est vraiment l'un de mes endroits coup de cœur de ce voyage en Nouvelle-Zélande. Je m'attendais tellement pas à ça, c'était tellement beau que je vous ai même proposé un reel sur Instagram pour partager ce moment avec vous parce que ça nous a vraiment donné le sourire, on aurait pu rester là pendant des heures. Les paysages de bord de mer sont vraiment à couper le souffle, mais il y a également des formations rocheuses auxquelles on ne peut pas accéder, on peut les observer de loin mais de pas trop loin, donc on peut quand même très bien les observer puisqu'en fait il y a plusieurs endroits en Nouvelle-Zélande où les phoques et les pingouins ont élu domicile et Cape Foulwind, eh bien ça fait partie de ces endroits là. Alors nous n'avons pas vu de pingouins ce jour-là, par contre on a pu observer une colonie de phoques, c'était génial. On a pu vraiment observer toutes leurs petites routines quotidiennes avec les adultes qui sont étalés comme ça pour prendre un bain de soleil. Il y a les plus jeunes qui jouent dans des petites piscines naturelles, qui se chamaillent. Il y a aussi ceux qui ont juste envie d'aller se reposer, qui se baladent comme ça à travers ces rochers. C'était tellement, mais tellement chouette. Et ensuite on est allé observer d'autres formations rocheuses. Alors malheureusement il n'y avait pas de petits animaux mignons sur celle-ci, mais qui sont vraiment fascinantes. Il s'agit des Pancake Rocks et vous allez pouvoir observer à l'écran que ce sont des rochers qui se sont formés de façon hyper bizarre, qui ressemble vraiment à un stack de pancakes. Donc c'est hyper joli à observer évidemment, et en plus avec la mer si vous voulez qui est juste en dessous, qui tape dessus, ça crée tout un spectacle à observer. Le lendemain matin on a continué notre descente vers le lac Tekapo ainsi que le lac Pukaki. Alors apparemment le lac Tekapo c'est vraiment la destination touristique de l'île du Sud, mais vous savez quoi, c'est peut-être une opinion pas tout à fait populaire. On a préféré le lac Pukaki qu'on a trouvé encore plus beau parce que la couleur de l'eau, non mais regardez-moi ça, c'est vraiment une eau hyper claire qui semble tellement pur et les paysages étaient aussi à couper le souffle. Et d'ailleurs le soir nous avons une nouvelle fois pu observer les étoiles puisque c'est une région qui est hyper connue pour ça aussi. Le lendemain ça a été notre fail total du séjour parce que j'avais aperçu ça sur internet mais en fait je voulais pas y croire, donc on s'est dirigé vers les Blue Pools à Wanaka qui sont apparemment absolument sublimes à observer. Seulement j'avais pu voir que les ponts étaient fermés. J'avais vraiment l'espoir qu'on allait quand même pouvoir observer quelque chose. Et bah pas du tout. On a opté pour notre petite balade et comme tout le monde, parce qu'on a vraiment croisé pas mal de personnes qui je pense étaient dans le même cas que nous, et bien on s'est retrouvés devant ces ponts qui étaient en effet
parfaitement fermé. Alors il y avait apparemment une possibilité pour passer la première rive parce qu'il y a un endroit où, si vous voulez, l'eau de la rivière n'est pas hyper profonde et il y a des gens qui retroussent leurs pantalons, retirent leurs chaussures et qui traversent à pied. Je me sentais pas du tout de faire ça. L'eau était glacée, d'autant plus que de l'autre côté, c'était pas tellement la traversée le problème, c'était surtout réussir à accéder aux Blue Pools de l'autre côté. Enfin, si vous voulez, c'était un peu la jungle quoi. Donc on a laissé tomber, on est reparti dans l'autre sens et on a donc fait plus d'1 heure et demie de route pour rien du tout. Donc un conseil, quand le ministère de la conservation néo-zélandaise indique que certains trucs sont fermés, n'espérez pas que vous pourrez quand même les observer de loin. Non, c'est fermé en fait. Bon, et du coup on s'est rabattu sur une visite de Wanaka. On a vu cet arbre qui pousse au milieu de l'eau, qui est apparemment encore vivant. Non mais dingue, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai l'impression que cette vidéo va être infinie, donc j'espère que ça vous plaît toujours. On approche de la fin du séjour. On s'est ensuite dirigé vers Queenstown. On a passé plusieurs journées à Queenstown parce que je vais vous expliquer, le lendemain on est allé visiter Milford Sound qui est aussi un lieu incontournable à visiter en Nouvelle-Zélande, mais avant ça on est allé déguster une petite glace chez Mrs. Ferg qui est apparemment une chaîne, enfin c'est pas vraiment une chaîne, disons que ce sont des cafés, restaurants, glaciers qui sont hyper connus à Queenstown. Donc nous on est allé chez le glacier pour tester leurs glaces. Elles étaient bonnes, mais très fondantes. Donc voilà, je préfère le préciser. J'ai une autre adresse à vous recommander qu'on a préféré le surlendemain. Parce que comme je vous l'expliquais, le lendemain, nous avons donc fait le trajet vers Milford Sound, qui est un endroit paumé au milieu de nulle part, c'est-à-dire que les routes ne mènent quasiment nulle part ailleurs. Alors le GPS nous indiquait 3h40 aller, 3h40 retour, seulement on a eu un petit moment de stress parce que sur les tickets de croisière, il était indiqué qu'il fallait prévoir 5h30 de route. Alors quand on a vu ça, on s'est dit pardon, on n'a rien voulu risquer, on les a écoutés, et ben on est arrivé 2 heures trop tôt. Voilà. Et sachant que c'est un endroit où il n'y a strictement rien à faire à part les croisières pour justement visiter les fjords, et ben on a attendu. Donc on a fait un pique-nique dans la voiture, on est allé se balader un petit peu là où on pouvait se balader, et après on s'est dirigé vers la zone où il y a tous les bateaux croisières qui sont présents. En fait, ce voyage en Nouvelle-Zélande nous a beaucoup rappelé certains paysages de pays qu'on a déjà pu visiter. Comme je vous l'expliquais, il y a de grandes étendues avec des paysages super verts. Alors évidemment en laissant les fougères arborescentes de côté qui nous ont rappelé l'Écosse, et évidemment Milford Sound puisqu'il s'agit d'énormes fjords, ça nous a rappelé notre voyage en Norvège. Alors c'était différent parce que c'était immense et on a vraiment pu passer, vous savez, à travers, etc. Mais il y avait quand même un petit truc. Et alors, évidemment, le plus magique, c'est qu'avec ce superbe soleil, on a pu observer des effets arc-en-ciel sur de nombreuses chutes d'eau. C'était trop beau. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en repartant dans l'autre sens, avant de faire un petit stop, je vais vous expliquer pourquoi, on a été suivi par des dauphins qui m'ont fait mourir de rire parce qu'en fait ils s'amusaient dans le courant créé par le bateau et on les voyait, ils faisaient la course avec nous et tout, c'était génial. Ça nous a une nouvelle fois donné le sourire et je m'attendais pas du tout à voir des dauphins d'aussi près. Ils étaient vraiment à 2 mètres du bateau, donc super chouette. Et si je vous expliquais qu'on a fait un stop, c'est parce que à Milford Sound, faites bien attention et optez pour le bon package. On a opté pour la société Southern Discoveries, je crois. Mais en fait, cette société a installé un observatoire sous l'eau qui est flottant et qui permet vraiment, si vous voulez, de ne pas enfermer les animaux, mais plutôt de les observer dans leur habitat naturel. Donc on a pu descendre dans cet observatoire et observer plein d'espèces de poissons, d'étoiles de mer et de coraux différents. C'était trop sympa. Pour notre dernière journée à Queenstown, on a vraiment profité de la ville, on s'est baladé dans cet énorme parc qui est hyper beau. Et comme je vous le disais, le soir, nous sommes allés goûter les glaces Patagonia, qui est un chocolatier local. Elles étaient délicieuses, donc c'est plutôt l'adresse que je vous recommande si vous avez envie de goûter des glaces à Queenstown. Cette vidéo, tout comme notre séjour, touche à sa fin, puisque pour éviter de devoir
remonter jusqu'à Auckland en voiture, ça aurait sincèrement demandé 3 jours supplémentaires qu'on n'avait absolument pas, vu qu'en plus on venait de perdre 3 jours et quelques au début du voyage. On avait préféré conclure cet itinéraire par un vol local de Queenstown en direction d'Auckland avant de reprendre l'avion le surlendemain au matin. C'était hyper pratique parce que ça nous a permis de rejoindre l'île du Nord et on a même eu une journée à Auckland pour pouvoir profiter de la ville, se balader, etc. On a également réussi à rattraper une visite qu'on avait malheureusement dû louper au début du séjour. On est allé visiter les Waitomo Caves qui sont, pareil je pense, une vraie attraction touristique, mais c'est quelque chose qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Malheureusement, les photos, vidéos n'étaient pas autorisées parce qu'en fait, on descend dans une grotte où il y a des vers luisants un peu partout au niveau du plafond. En fait, je m'attendais pas à ça parce que je suis pas très insecte et tout, mais là, c'était tellement fou. On avait l'impression d'observer un ciel étoilé dans une nuit parfaite, alors qu'évidemment on se trouvait dans une grotte et qu'il ne s'agissait pas du tout d'étoiles. Il y a toute une partie qu'on fait à pied et ensuite on monte sur un bateau qui est navigué, on va dire, ouais c'est ça, par le guide. Et même si la partie en bateau était un petit peu courte à mon goût parce que les grottes ne sont pas immenses ou alors en tout cas une petite partie est visitable seulement, eh bien c'était une expérience qui nous a plu et dont on se souviendra. Et voilà, vous avez eu un récap de ces 3 dernières semaines, vous savez absolument tout, je vous ai tout raconté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai beaucoup parlé et qu'elle est très différente des vidéos que j'ai l'habitude de vous proposer. J'espère que j'aurai pu vous faire rire et vous faire voyager un petit peu à distance. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour des vidéos plus traditionnelles sur ma chaîne.